bienvenue sur Comweb TV, donc en direct, effectivement, donc les mardis soirs, de 18h30 à 19h30. Chaque semaine, effectivement, on essaye effectivement d'animer l'actualité. Donc, ceci est enregistré. Et après, l'idée, c'est effectivement de reprendre les meilleurs moments et de pouvoir les partager, pour pouvoir effectivement faire de l'information, de la communication autour de données positives autour de la transition énergétique. Donc, ce soir, on a l'immense chance d'avoir Denis Baupin qui nous rejoint et qui va animer cette soirée avec son analyse. Donc, Denis Baupin était vice-président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2016. Ensuite, membre de la commission des affaires économiques, rapporteur de la loi de transition énergétique, rapporteur de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, membre que j'ai suivi aussi avec passion pendant toute cette période-là, membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, rapporteur sur la mobilité durable et la voiture écologique, vice-président du Conseil supérieur de l'énergie et membre du Conseil national de la transition écologique. Et entre-temps, effectivement, ça c'est pendant tes fonctions que tu as occupées en tant que député. Et après, tu étais donc maire adjoint de la ville de Paris et porte-parole précédemment de Europe, EALV, dans lequel effectivement tu as permis effectivement d'avancer sur pas mal de sujets. Donc voilà, donc cette présentation un peu académique de Denis Baupin. Est-ce que tu peux toi te présenter? Voilà, maintenant j'ai mis un peu le périmètre global sur en tant qu'ingénieur, parce que tu n'es pas énarque, tu n'es pas donc voilà, c'est un petit peu ta spécificité. Donc tu es un ingénieur, et comment tu es passé de ta fonction d'ingénieur au monde associatif? Qu'est-ce qui t'a animé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là? Ton parcours, effectivement, en tant que citoyen, c'est quoi tes prises de conscience successives qui t'ont amené à t'intéresser effectivement aux sujets aussi intéressants que ceux que je viens de lister? Bien, merci Grégory d'abord de m'avoir invité pour cet échange. Globalement, mon démarrage dans cette action militante, il s'est fait très tôt parce que en fait, j'avais pas vraiment envie d'être ingénieur. C'est-à-dire que comme tous ceux qui réussissent plutôt bien en maths, on suit le cursus, donc on se retrouve à faire des classes prépa et je me suis retrouvé donc à être ingénieur centralien, mais en fait, en n'ayant pas vraiment envie d'être ingénieur, donc j'ai cette formation, j'ai cette culture et ça m'a été très utile, notamment lorsque j'étais maire adjoint de Paris, parce que j'avais sous ma responsabilité une direction composée très largement d'ingénieurs, donc ça donne une crédibilité, mais en fait, mes choix ont surtout été des choix de conviction, c'est-à-dire que de fait, j'avais surtout envie de défendre mes idées, de me battre pour essayer de faire accéder à un monde meilleur, on va dire ça aussi simplement que ça, et puis j'ai été objecteur de conscience parce que j'étais contre la violence et donc le faire service militaire, parce qu'à l'époque on avait un service national obligatoire, et donc j'ai fait sous la forme d'objection de conscience dans une association qui s'occupait de relations Nord-Sud qui s'appelle Solagral, et puis je suis allé ensuite dans des responsabilités d'autres associations Nord-Sud. C'est là que j'ai rencontré l'écologie via les Verts et puis que je me suis engagé. Et puis ça a continué pendant longtemps dans un parcours politique. Et aujourd'hui, maintenant, je suis consultant en politique publique de l'énergie et de la mobilité pour poursuivre en fait, de continuer d'agir pour la transition énergétique et écologique. Merci Denis pour cette synthèse, c'est très intéressant. Donc du coup, j'ai prévu 3 types de questions, effectivement, comme d'habitude. Donc, effectivement, les gens peuvent poser des questions via effectivement le chat. Je me ferai un plaisir de relayer leurs questions. Donc, le but, c'est de le faire effectivement de manière constructive. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Denis, mais on vous demande effectivement d'exprimer votre avis de manière courtoise et détendue, parce qu'effectivement, c'est un peu l'ambiance des cafés débats. On n'est pas dans une assemblée, on n'est pas à l'Assemblée nationale, on est vraiment entre personnes qui se rencontrent dans un bar, par exemple, et qui essayent d'échanger de manière sincère autour de leurs convictions propres. Donc, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions pendant toute cette soirée. Alors, j'ai prévu 3 types de questions. D'abord, un flashback sur les 20 ans de transition énergétique, que tu nous fasses parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que tu bosses dans ce secteur, que tu connais bien. Donc, je voudrais que tu nous fasses un petit résumé des principes, de ce que tu as retenu. Voilà, on va en parler un premier temps. Après, on va parler de la communication, la guerre de la communication autour de la transition énergétique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'affrontements, des fois, c'est un petit peu difficile. Et en troisième partie, c'est bon, ok, faisons table rase des erreurs du passé et construisons ensemble une société effectivement qu'on appelle tous de nos voeux et qui puisse permettre effectivement de pouvoir construire et tous ramer dans le même sens comme on aimerait tous. Donc, première partie de question, c'est flashback sur les 20 ans des 20 dernières années.
Donc, tu as travaillé depuis 20 ans dans les politiques publiques. Quels sont les principaux changements que tu as observés depuis 20 ans? Est-ce que voilà, par rapport au moment où tu as commencé à t'intéresser au sujet? Parce que nous, on ne se rend pas forcément compte des changements parce que c'est un peu le principe de la grenouille qui a l'eau qui chauffe. Donc, on est chauffé par la transition. On change d'étape tous les jours. La transition, on s'en rapproche. Mais toi, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses, des phénomènes marquants? Est-ce qu'il y a eu voilà, des étapes importantes qui te viennent en mémoire tout de suite, là, spontanément, sur ces 20 dernières années sur la transition énergétique? Alors, bon, d'abord, je n'ai pas forcément non plus énormément de recul parce que je baigne quand même dedans aussi, comme toi, depuis tellement d'années. Mais globalement, je pense que l'une des choses qui a fondamentalement changé, c'est que l'énergie est redevenue une question politique, au sens noble du terme. C'est-à-dire que pendant longtemps, finalement, du fait on pouvait considérer en France que on avait un approvisionnement énergétique, notamment électrique, avec le nucléaire, que tout ça a été géré par la haute administration, EDF, et que finalement on appuyait sur un bouton et on avait de l'électricité et plus personne ne se posait de questions. Il y avait bien eu la crise pétrolière avec l'OPEP et donc le lancement du programme nucléaire. À ce moment-là, c'était un vrai sujet politique, mais depuis, finalement, on avait un peu oublié cette question énergétique et elle s'est rappelée à nous avec évidemment le dérèglement climatique qui en a été une des questions importantes, évidemment, à conséquence de cette utilisation de l'énergie, mais aussi de toute façon parce que à un moment ou un autre, on va en reparler, je pense, parce que c'était vraiment pour moi la question essentielle. On a des installations de production d'électricité aujourd'hui qui n'ont pas une durée de vie indéfinie. Et donc, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elles atteignent leur fin de vie est une question qui se pose, mais en fait, qu'on a tendance à éluder. C'est-à-dire que, à la fois, tu vois, en prenant un peu de recul, on peut se dire que les sujets sont un peu plus sur la table. Le nucléaire n'est plus une question taboue. Donc, on a le droit de nouveau de parler et de savoir si c'est pertinent de poursuivre avec le nucléaire. Évidemment, l'autre grand élément qui est intervenu dans le paysage, c'est l'émergence très forte des énergies renouvelables, notamment parce qu'il y a eu cette chute des prix impressionnante du côté du solaire et de l'éolien. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que les renouvelables existent et que on pouvait les utiliser, mais les coûts n'étaient pas du tout aussi compétitifs qu'aujourd'hui. Et donc maintenant, les sujets sont sur la table et en même temps, on peut avoir le sentiment, enfin moi c'est mon sentiment, c'est que finalement on ne fait que reporter les choix qu'il faudrait faire en matière énergétique et pour le dire un peu caricaturalement, mais ce qu'on peut avoir le sentiment, c'est que lorsque la loi de transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée, il était prévu de passer à 50% de nucléaire en 2025. Il a été décidé dorénavant que ce serait en 2035. Donc, on fait 10 ans de plus sans changer quoi que ce soit sur le nucléaire, comme si la prolongation de 10 ans du réacteur nucléaire, puisque ça correspond à ça, finalement, de reporter de 10 ans le passage à 50% de nucléaire, était une question qui était anecdotique. C'est-à-dire qu'on a conçu des réacteurs pour fonctionner pendant 40 ans. À chaque fois que l'autorité de sûreté nucléaire parle de la 4e visite décennale des réacteurs, elle rappelle que ces réacteurs ont été conçus pour une durée de vie de 40 ans. Et donc, le passage au-delà n'est pas une question anecdotique. Mais en fait, d'un point de vue politique, en fait, on a fait comme si c'était juste une péripétie, même pas une péripétie, juste une sorte de cachet administratif qu'il fallait obtenir. Or, si on dit que l'autorité de sûreté nucléaire est une autorité indépendante, qui donc peut décider, et c'est elle qui décide si oui ou non un réacteur peut continuer à être exploité au-delà de 40 ans, ce n'est pas logique qu'à partir de ce moment-là, on ait bâti l'ensemble de la stratégie électrique du pays sur le fait que 100% des demandes de prolongation obtiendront un avis favorable, que 100% de ces demandes d'autorisation, s'il y avait une autorisation de l'autorité de sûreté, on aurait les moyens financiers, humains, d'ingénierie, etc., de pouvoir mettre en œuvre toutes les recommandations, toutes les demandes que ferait l'autorité de sûreté pour prolonger ces réacteurs. On fait comme si tout ça allait pouvoir se poursuivre sans aucun problème, alors qu'on n'a
on n'a aucun recul sur le fait qu'un réacteur nucléaire puisse fonctionner à 50 ans, puisqu'il n'y a aucun réacteur dans le monde qui ait fonctionné jusqu'à 50 ans. Donc on a quelque chose qui est très paradoxal, c'est-à-dire que la question énergétique est redevenue une question importante. On a un parc qui arrive en fin de vie pour une des premiers réacteurs, en tout cas en fin de la vie telle qu'elle avait été conçue au départ, et on le prolonge sans et prévoir de plan B dans le cas où il y aurait une partie des autorisations qui serait refusée. Et ça c'est quelque chose qui, moi, continue de m'inquiéter parce que pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que c'est évident, c'est plus facile de se dire bon, ben, on va continuer comme avant, mais on reporte les problèmes. C'est-à-dire que, si jamais on se retrouve dans une des conditions que j'ai évoquées, que l'autorité de sûreté dise non, qu'on n'ait pas les moyens humains ou financiers pour faire, on va se retrouver avec un besoin de trouver d'autres façons de produire l'électricité. Et si même on obtenait toutes ces dérogations, etc., enfin toutes ces autorisations pour poursuivre le fonctionnement, on ne fait que reporter de 10 ans le problème. Mais de toute façon, on se retrouvera à nouveau avec la même question qui est par quoi est-ce qu'on remplace les réacteurs nucléaires actuels? Et cette question-là, elle est évidemment posée dans un contexte où, du fait du dérèglement climatique, on doit faire du décarboné. Et donc, il y a plusieurs options sur la table qui sont certains qui prônent qu'on construise de nouveaux réacteurs nucléaires. On peut examiner cette hypothèse. D'autres qui disent que c'est mieux de faire avec les énergies renouvelables. Et ce débat-là, on le voit bien, y compris lors de l'annonce de cette soirée de discussion sur les réseaux sociaux, déclenche immédiatement des passions extraordinaires. Alors bon, la passion, c'est pas forcément mal parce que ça traduit qu'il y a de la conviction derrière les choix des uns et des autres, mais en même temps, ça traduit aussi qu'on manque de lieu de débat, quoi. On manque de lieu où soit posé clairement le débat sur quel est l'avenir énergétique du pays. On a eu un grand débat national au début du quinquennat de François Hollande, qui s'est traduit par la loi de transition énergétique, et puis hop, on a eu des changements qui ont été faits dans ce quinquennat, qui ont modifié les scénarios qui avaient été élaborés, sans que vraiment on mesure toutes les conséquences et toutes les hypothèques qui peuvent peser sur cette modification. D'accord. Merci Denis pour cette synthèse. Donc du coup, on va revenir sur cette loi de transition énergétique. C'est une première, je crois, elle est singulière sur plusieurs aspects, parce qu'effectivement, c'est une loi dans laquelle tu étais rapporteur. Tu t'es effectivement, tu as beaucoup œuvré pour qu'elle puisse aboutir à quelque chose de constructif. Aujourd'hui, on s'en sert tous les jours. Effectivement, c'est un cadre qui est important pour la France, notamment pour les PPE. En quoi cette loi est forte et en quoi cette loi est utile pour effectivement cette transition énergétique? Dans une loi comme celle-là qui comportait je ne sais plus combien d'articles, plus de 200 à la fin, évidemment, il y a énormément de choses. Donc, il y a des points très utiles pour faire avancer des choses dans la mobilité, dans l'économie circulaire, dans le bâtiment, etc. Depuis, il y a eu 2 lois qui sont intervenues. Enfin, il y a eu une qui a été la loi climat-énergie. Il y en a une autre qui est en cours, qui est la loi climat et résilience, je lutte contre le dérèglement climatique, je ne sais plus comment elle s'appelle parce qu'elle a eu plusieurs noms. Donc il y a des lois successives qui viennent apporter des dispositifs, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a défini des objectifs aussi stratégiques en termes de part des différentes énergies. Il y avait certes eu au moment du Grenelle des objectifs et du 3x20 en fait, qui étaient au niveau européen des objectifs en matière d'efficacité énergétique, de renouvelables, diminution des gaz à effet de serre. Mais cette fois-ci, on ne s'est pas contenté de prolonger ces objectifs donc sur ces 3 domaines, gaz à effet de serre, efficacité énergétique et renouvelable, mais aussi de fixer des objectifs notamment dans la part du nucléaire. Donc ça a été vraiment la nouveauté sur laquelle le politique reprenait la main pour dire qu'il fallait un mix électrique plus équilibré. Alors, c'était un équilibre, parce qu'on a dit en 2025, on doit être à 50%, on n'a pas dit à combien on sera en 2026, c'est-à-dire que selon les uns ou les autres, on pouvait avoir des convictions différentes sur ce que serait la suite, et évidemment, cette ambiguïté-là, elle continue aujourd'hui, que l'on parle de 2025 ou de 2035,
en fait, reste cette question, cette difficulté à définir quelle va être l'orientation. Mais globalement, cette loi, donc, elle a permis, malgré tout, au travers de documents, comme tu le rappelais, qui sont des documents qui programment la politique à la fois de lutte contre le dérèglement climatique, donc la SNBC, la stratégie nationale de bas carbone, je crois que c'est à force d'utiliser les sigles, on se souvient plus vraiment à quoi ils correspondent, et puis la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc le document qui est proprement énergétique. Donc dans ces deux, grâce à ces deux documents, on programme la façon dont vont s'organiser la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la production énergétique. Sauf que des documents programmatiques, c'est utile comme référence, mais à condition que réellement on les mette en œuvre. Et le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que, et je dis ça sans la moindre polémique, parce que de fait, pour avoir participé à l'élaboration de la première SNBC, j'ai eu le sentiment que, et ce qui reste aujourd'hui toujours le cas, c'est qu'on a mis beaucoup l'accent sur la diminution des gaz à effet de serre dans le domaine du bâtiment, dans les objectifs. Et c'est utile, évidemment, de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais comme on mettait la barre très haute sur le bâtiment, on ne l'a pas mise très haute du tout dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine de la mobilité, qui est un domaine crucial pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et en ce qui concerne la programmation pluriannuelle de l'énergie, en modifiant, en passant de 2025 à 2035, la production de la principale source d'électricité en France, on a quelque part montré que une programmation à 5 ans dans laquelle on modifie des objectifs à 10, en les reportant de 10 ans, ça manque clairement de continuité, et donc soit les prédécesseurs avaient mal évalué, soit finalement on a un peu procrastiné, mais dans tous les cas, on prend des risques importants que j'ai déjà évoqués sur la faisabilité de ce report. Alors, en même temps, je ne veux pas être négatif, parce que de fait, il y a des choses qui avancent. Les énergies renouvelables se développent en France, mais il faut bien constater quand même qu'elles se développent moins vite que chez nos voisins. Nos émissions de gaz à effet de serre diminuent, mais trop lentement pour atteindre nos objectifs. Donc, voilà, il y a vraiment à se ressaisir de ces éléments, à pousser pour que réellement notre transition soit à la hauteur des objectifs qu'on s'est fixés. Parce que les objectifs sont plutôt ambitieux, et en plus, on va devoir encore les rendre plus ambitieux avec les dernières décisions européennes. D'accord. Effectivement. Donc, pour effectivement atteindre ces objectifs carbone, il y a le nucléaire, c'est ce que prétend le nucléaire, effectivement, dire voilà, le seul moyen de pouvoir avancer sur la partie sur ce monde décarboné, c'est le nucléaire. Alors, est-ce que pour toi, le projet d'EPR de Flamanville est la traduction d'un échec industriel colossal pour la France ? Je pense que personne ne va dire que c'est un grand succès. Non, c'était même, oui, c'était vraiment d'un point de vue industriel. Si on compare ça à la construction des premiers réacteurs, de la génération précédente de réacteurs, qui avait été un grand succès industriel, par contre, il faut le dire, c'est vrai que construire tout un parc nucléaire comme ça en quelques années, avec des installations certes qui étaient à peu près identiques, mais enfin il fallait réussir à les faire toutes dans le calendrier. Il y avait parfois jusqu'à 6 chantiers en parallèle, etc. Donc ça, c'est une grosse réussite. Là, évidemment, clairement, on est face à quelque chose où les difficultés s'accumulent à un point que même les plus anti-nucléaires n'avaient pas imaginé possible, Donc, et on ne sait toujours pas si ce réacteur démarrera un jour, à quel coût, à quel pourcentage de fonctionnement il sera par rapport à ce qui était prévu initialement, parce que il est très probable qu'avec tous les problèmes qu'il a connus, il doivent être bridés dans son fonctionnement pour maintenir la sûreté. Donc évidemment, je pense que là, tout le monde est conscient que ça constitue un échec industriel, et donc ça remet beaucoup en question. Et d'ailleurs, je pense que c'est parce que l'EPR est un problème que s'est posé pour EDF la nécessité d'aller sur la stratégie alternative qui est la prolongation des réacteurs. Si l'EPR avait été livré dans les délais qui étaient prévus initialement et dans les coûts prévus initialement, il y aurait sans doute un autre débat qui se poserait, le débat se poserait totalement différemment aujourd'hui. Il y aurait plutôt un remplacement qui s'opérerait
des anciens réacteurs par les nouveaux. En tout cas, ce serait la stratégie que défendrait EDF, plutôt qu'une stratégie de prolongation des réacteurs qui est finalement le plan B qui a été décidé en urgence parce que l'EPR ne fonctionne pas. Ok. Pour parler de l'EPR, effectivement, on voit qu'effectivement, en général, on est sur des courbes, enfin dans l'énergie renouvelable, on est sur des courbes d'apprentissage positif, c'est-à-dire que chaque nouvelle génération de machines est plus efficace, tombe moins en panne, et produit 1 kWh à un prix plus bas. C'est ce qu'on voit, c'est la loi de Svensson pour le solaire, c'est aussi une loi pour les éoliennes. Alors pourquoi on a une courbe d'apprentissage négative dans le nucléaire? Alors, toi qui as bien décortiqué le nucléaire avec ta commission que tu as menée effectivement sur le coût des nucléaires, pourquoi chaque nouvelle génération, et c'est pas forcément lié uniquement à l'EPR, c'est lié à tout un ensemble du secteur nucléaire, pourquoi les coûts ne font qu'augmenter et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les coûts baissent dans le nucléaire, d'après toi? Moi, je pense que les coûts augmentent parce que les questions de sûreté sont devenues plus importantes. Il y a eu des accidents majeurs. C'est-à-dire que l'EPR est le premier réacteur post-Tchernobyl en France. Tous les réacteurs existants aujourd'hui sont des réacteurs pré-Tchernobyl. Donc, c'est le premier réacteur qui prenne en compte l'accident de Tchernobyl, c'est l'EPR. Mais malheureusement, il ne fonctionne pas parce que avec les consignes de sûreté qui ont découlé de l'accident de Tchernobyl, on se retrouve avec quelque chose qui se révèle très difficile à faire d'un point de vue industriel. Alors certains diront qu'en Chine, ils ont réussi. Mais moi, je me souviens qu'avoir interrogé le président de l'autorité de sûreté nucléaire qui disait quand même qu'ils n'avaient pas beaucoup accès au chantier en Chine. Donc, on ne sait pas exactement dans quelles conditions, mais je ne peux pas prêcher. J'espère que tout est conforme et tout est bien en Chine. Mais en tout cas, les deux réacteurs en construction en Europe, c'est-à-dire en Finlande et en France, par contre, eux rencontrent des difficultés importantes, et je pense que c'est parce que les questions de sûreté sont devenues plus importantes. Et la même question se pose sur la prolongation des réacteurs actuels. On a suite à l'accident de Fukushima, donc Tchernobyl c'était il y a 35 ans hier en fait, et Fukushima c'était il y a 10 ans. Suite à Fukushima, il y a eu ce qu'on a appelé les évaluations complémentaires de sûreté, qui ont entraîné donc des consignes supplémentaires pour les réacteurs nucléaires français, qui devaient donc tirer les enseignements de Fukushima. On est donc 10 ans après Fukushima, et on est loin d'avoir fini de mettre en œuvre les travaux qui auraient dû être effectués post-Fukushima. Et ils vont être intégrés, pour une part d'entre eux, dans les prolongations de réacteurs. Mais on voit bien à quel point tout ça entraîne des délais supplémentaires et entraîne, en mode pour la sûreté, je veux dire, on ne prend pas en compte tout ce que l'autorité de sûreté a demandé, parce que ça coûte, évidemment, de renforcer la sûreté. À chaque fois qu'on renforce la sûreté, qu'on met en place des dispositifs complémentaires pour prendre la relève si jamais les dispositifs de sûreté qui avaient été prévus jusque-là ne fonctionnaient pas et qu'on a besoin d'avoir des dispositifs complémentaires, évidemment, ça renchérit le coût du nucléaire. Donc, c'est la vraie difficulté auquel se heurte le nucléaire, c'est que avec les accidents qui ont eu lieu, on se rend compte que ce qui avait été dit au départ, c'est-à-dire que le nucléaire était sûr, c'est révélé faux. C'est-à-dire que quand on regarde depuis le début de l'aventure nucléaire à travers le monde, on a à peu près mis en route à peu près 500 réacteurs. Il y en a 5 qui ont terminé par une fusion du cœur. Oui. Celui de Three Mile Island, celui de Tchernobyl et les 3 réacteurs de Fukushima. Donc 5 sur 500, on fait évidemment facilement le calcul, ça veut dire 1% des réacteurs qui ont été mis en service ont terminé leur vie par une fusion du cœur. On est loin d'être sur une probabilité infime, comme c'était dit jusque-là. Et donc, à partir du moment où, moi, je me souviens que l'ancien patron de l'IRSN, Jacques Repussard, disait, oui, on est plutôt là où on nous disait qu'on était à 10-6, 10-7 en termes de probabilité, on est plutôt à 10-4 dans la réalité. Et évidemment, quand il dit ça, tout d'un coup, on est sur quelque chose où, d'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire en a tiré les conséquences. Ils disent aujourd'hui, oui, un accident nucléaire est possible en France. C'est clair. Bon. Oui, donc il y a eu un changement de temps. De vision, mais en fait, à l'arrivée, on dit ça, mais quand il s'agit de prolonger les réacteurs, au début, l'autorité de sûreté nucléaire avait dit un réacteur prolongé au-delà de 40 ans doit être aussi sûr qu'un réacteur neuf, mais pas un réacteur neuf il y a 40 ans, un réacteur neuf aujourd'hui, donc aussi sûr qu'un EPR, on peut dire, d'une 3e génération de réacteurs.
Et puis là, maintenant, on est plutôt à dire qu'il faut tendre vers autant de sûreté que un réacteur neuf. Et donc, déjà, on voit bien qu'on a amoindri l'objectif. Et en fait, là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'on rogne progressivement les marges de sûreté. C'est-à-dire que la cuve du réacteur qu'on ne pourra pas changer, on ne sait pas exactement dans quel état elle est au bout de 40 ans de bombardement neutronique. Donc, est-ce qu'elle peut résister encore 10 ans de plus? L'enceinte de confinement, c'est pareil, qu'on ne peut pas la changer non plus. Donc, est-ce qu'elle est aussi résiliente pour tenir 10 ans de plus, voire 20 ans, puisque certains pensent qu'on peut prolonger les réacteurs jusqu'à 60 ans. On n'en sait rien. Et donc, on prend des risques sur la sûreté sans avoir réussi à vraiment avoir tous les éléments d'information et sans avoir, y compris, être sûr d'avoir les moyens financiers humains. J'ajoute sur les moyens humains parce que l'autorité de sûreté nucléaire elle-même a dit que sur la 4e visite décennale du seul réacteur qui soit achevé, c'est-à-dire Tricastin 1, l'ampleur des moyens humains qui ont été mis par EDF ne serait probablement pas reproductible pour tous les réacteurs qui vont être prolongés. Donc, elle se pose une question, quoi. Est-ce qu'on a vraiment toutes les compétences nécessaires? En plus, bon, tout le monde connaît la situation financière d'EDF. Donc, est-ce qu'on a les moyens financiers pour faire ça? Et est-ce que c'est le bon choix pour la France aujourd'hui de choisir de mettre les moyens financiers dans la prolongation d'une vieille technologie ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir dans une nouvelle? D'accord. Ok. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les nouvelles centrales nucléaires, style l'EPR ou Hinkley Point qu'on va faire en Angleterre, on arrive à des coûts qui sont assez élevés, à peu près 11 centimes le kilowattheure. Au moins, oui. Au moins, au minimum. Au moins, oui. Au minimum. Alors que là, on voit des records qui sont battus dans le solaire régulièrement, avec des coûts, notamment au Moyen-Orient, 1 centime le kilowattheure, qui a été fait le mois dernier, 1,5 centime au Portugal il y a 6 mois. L'équivalent en France reviendrait à peu près à 2 centimes. Comment on peut imaginer, qu'est-ce qui reste? Parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, le seul avantage nucléaire, c'était parce qu'il y avait quand même, il y avait le risque des déchets nucléaires qu'on n'a jamais réglé. On n'a vraiment pas réglé le problème des déchets. Le seul avantage, effectivement, c'était le coût. On disait oui, mais c'est une manière la plus économe de décarboner. Donc ça s'est avéré complètement faux avec la rentabilité de plus en plus importante des énergies renouvelables. Quels sont les arguments qui restent pour les gens du nucléaire aujourd'hui pour défendre effectivement un choix de dire on repart sur, maintenant après avoir vécu avec 40 ans de centrales nucléaires en France, on repart pour 40 ans avec une nouvelle génération je crois que le gouvernement prévoit d'en faire 6 des EPR. Quels sont les arguments peuvent-ils annoncer, sachant qu'ils ne peuvent pas dire que c'est un problème de coût, ils ne peuvent pas dire que c'est ils ne peuvent pas dire que c'est un avantage concurrentiel du nucléaire face au coût, ils ne peuvent pas dire que c'est un avantage concurrentiel face à l'environnement, parce qu'il n'y a aucun parti écolo qui dit que le nucléaire est quelque chose d'écolo, à part, aujourd'hui, voilà, je pense que c'est quand même un consensus international. Quels sont les arguments qui restent dans le nucléaire pour arriver à faire passer la pilule de la construction de 6 centrales nucléaires dans les prochaines années? Alors d'abord, le gouvernement ne dit pas qu'il veut faire 6 réacteurs nucléaires, hein. C'est EDF qui demande de faire 6 réacteurs, 6 nouveaux réacteurs, mais la décision a été reportée au prochain quinquennat. Donc, ce qui veut dire d'ailleurs que ce sera sans doute une des questions qui sera posée au moment de l'élection présidentielle, puisque le prochain président, la prochaine présidente de la République aura à décider si on lance des nouveaux réacteurs nucléaires. Donc, alors bon, je suis pas forcément le meilleur avocat pour parler au nom de ceux qui souhaitent cela, parce que on aura compris que c'est pas vraiment ma conviction à moi, mais je pense que ceux qui défendent l'énergie nucléaire par rapport aux énergies renouvelables disent notamment que c'est aussi une énergie qui est totalement pilotable. Ce qui n'est pas complètement vrai, hein, puisque de fait, il faut quand même arrêter les réacteurs tous les 18 mois pour les recharger. Il faut faire des contrôles de sûreté tous les 50, voire tous les 10 ans en visite décennale. Donc il y a quand même des arrêts. Alors certes, on peut dire qu'ils sont décidés, mais il y a aussi des arrêts impromptus de réacteurs nucléaires. Donc c'est pas totalement pilotable, mais on va dire c'est peut-être, du point de vue de ceux qui le défendent, plus pilotable que le solaire ou l'éolien, qui dépendent de conditions météorologiques, certes prévisibles, mais variables. Donc ça, là, je me fais vraiment l'avocat du diable, mais au moins du nucléaire. Et puis, je pense qu'il y a par ailleurs, en la matière, des questions... une certaine image de souveraineté qui est derrière cette question-là, qui n'est probablement pas totalement indépendante des questions de nucléaire militaire.
hein, et donc d'ailleurs, quand le président de la République est allé au Creusot pour faire des annonces sur le nucléaire, finalement, il a annoncé un nouveau porte-avions. Donc, on était donc bien sur quelque chose qui était au mix du nucléaire civil et militaire, et qui, dans l'imaginaire, je pense, d'une partie des dirigeants, mais peut-être aussi des Français, peuvent être liés. Bon. Après, évidemment, moi j'ai la conviction que, alors, je pense qu'il y a deux sujets à débattre. Il y a la prolongation des réacteurs actuels. Bon, il est clair que si on arrêtait du jour au lendemain les réacteurs nucléaires existants, on aurait un problème. On n'est pas en capacité de fermer des réacteurs du jour au lendemain. Il faut les fermer progressivement en mettant en place des alternatives, et évidemment des alternatives décarbonées, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Et puis il y a la question du nouveau nucléaire. Est-ce qu'on en construit d'autres? Et donc, est-ce que, comme certains le disent, est-ce que le nucléaire est la solution au dérèglement climatique? Donc, je pense que en France, et tu l'as évoqué, du fait du coût aujourd'hui des énergies renouvelables, on a vraiment plus intérêt à aller vers les énergies renouvelables, mais il ne faut pas cacher non plus que parce que, comme je le disais à l'instant, ce sont des énergies qui sont variables, on a à traiter la question de cette variabilité, et donc au-delà du prix que tu évoquais de production du kilowattheure solaire ou éolien, on a à ajouter des éléments qui sont des éléments, on va dire, de flexibilité du système, et c'est quelque chose qu'évidemment, comme Watt connaît bien, qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir un mix qui soit 100% énergie renouvelable. Et d'ailleurs, on a un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie et de réseau de transport d'électricité en France qui disent que c'est techniquement possible d'aller à 100% d'électricité renouvelable, donc techniquement. Hein, après, il reste à mesurer les coûts socio-économiques, ce qui sera fait a priori pour l'automne, mais donc techniquement, on saurait faire donc 100% énergie renouvelable, ce que l'ADEME d'ailleurs avait dit aussi quelques années auparavant. Mais ça veut dire qu'il faut un système, c'est-à-dire que ça doit s'intégrer. Et alors, si on dit en plus le nucléaire, est-ce que le nucléaire peut être la solution sur la question du dérèglement climatique au niveau planétaire? La réponse est là vraiment catégoriquement non. C'est-à-dire que si on voulait remplacer les énergies fossiles par de l'électricité dans tous ses usages et par du nucléaire, il faudrait construire des centaines, voire des milliers de réacteurs nucléaires dans des pays dans lesquels les capacités en matière de sûreté, etc., ne sont pas du tout garanties comme elles peuvent l'être en France, même si je considère qu'en France, on n'est pas au top du top de la sûreté. Il est clair que dans beaucoup d'autres pays, ce serait bien pire. Et donc, parce que l'un des risques du nucléaire, c'est quand même les questions d'accident. Hein. On a évoqué les déchets, tu l'as évoqué, oui, il y a les questions d'accident, il y a les questions de terrorisme, et il y a aussi les questions de prolifération, c'est-à-dire le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Moi, je me souviens que quand Al Gore a sorti son film, c'était donc il y a plus de 10 ans maintenant, hein, il était venu en France et il a fait un débat. Il avait été interrogé, est-ce que vous pensez que le nucléaire est une solution? Il avait dit non, parce qu'il avait avancé deux arguments. Le premier, c'est celui des déchets, et il avait ajouté, le deuxième, c'est la prolifération, parce que en fait, les principaux problèmes internationaux que nous avons, et je pense qu'il pensait notamment à l'Iran et la Corée du Nord, sont des problèmes qui sont liés au nucléaire. Et donc, l'électricité nucléaire, en fait, est une énergie proliférante. Et donc, il y a un risque. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on nous parle beaucoup des SMR, des Small Modular Reactors, donc des réacteurs de petite taille, oui, qui pourraient, n'exagérons pas, mais l'autoconsommation nucléaire, c'est quand même pas dans les projets, mais disons des réacteurs de plus petite taille qu'on pourrait implanter dans des pays qui ne sont pas équipés pour des gros réacteurs. Mais le principal risque que je vois, au-delà des risques d'accident, c'est le risque de prolifération, quoi. Oui, de bombes sales, de prendre des déchets. Oui, aussi. Voilà. Donc, voilà, donc bon, après, voilà, moi, c'est ma conviction de départ, de toute façon, sur la question nucléaire, c'est que cette technologie est trop dangereuse. Pendant un temps, on pouvait dire, bon, elle est trop dangereuse, mais elle coûte pas cher, donc ça vaut le coup. Maintenant, certains disent, elle est dangereuse peut-être, mais il y a le dérèglement climatique, sauf que on a aujourd'hui une alternative qui est moins chère et qui peut se déployer beaucoup plus rapidement
pour lutter contre le dérèglement climatique que sont les renouvelables. Et donc, il n'y a pas de raison objective, de mon point de vue, mais il faut que tout ça soit posé sur la place publique. C'est-à-dire qu'il faut que les éléments soient débattus, que chacun puisse exprimer son point de vue. Ceux qui sont évidemment pour la poursuite du nucléaire ont le droit de s'exprimer et de pouvoir défendre leurs arguments, comme les autres. Et puis, on doit pouvoir mettre sur la table tous les éléments, y compris en termes de coûts. Donc, pour les énergies renouvelables, par exemple, il faut ajouter évidemment le coût de tout ce qui est flexibilité pour prendre en compte la variabilité de la production. Mais pour le nucléaire, il faut prendre aussi en compte des coûts qui sont aujourd'hui pas pris en compte et qu'on a mis en évidence lors de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire dont j'ai été rapporteur. L'assurance, par exemple. Aujourd'hui, vous achetez une voiture, vous achetez une maison, vous devez vous assurer. Mais une centrale nucléaire, vous n'avez pas à vous assurer. C'est-à-dire que le truc le plus dangereux existant n'est pas assuré, c'est la collectivité qui paiera si jamais il y a un accident. Enfin, il y a une part qui est assurée, mais très faible. Et donc, ça c'est quand même un coût qui devrait être internalisé, au moins en termes de comparaison entre les différentes énergies. Les déchets nucléaires le coût des déchets nucléaires est sous-évalué, le coût du démantèlement est sous-évalué, ça c'est la Cour des comptes qui dit tout ça. Le réseau de transport d'électricité et de distribution a été organisé en fonction du nucléaire, c'est-à-dire très centralisé. Alors on nous dit aujourd'hui, si vous mettez des renouvelables en place, en fonctionnement, ça va avoir des coûts de réseau. Ouais, mais on n'a jamais intégré le coût de réseau centralisé dans le coût du nucléaire. Alors, de fait, si on avait développé des renouvelables avant le nucléaire, qu'on voulait mettre du nucléaire aujourd'hui, ce serait le nucléaire qui coûterait cher en réseau. Donc, la question de l'adaptation du réseau, on devrait l'intégrer pour tout le monde ou pour personne. Mais de fait, c'est pas parce que le réseau est aujourd'hui centralisé que ce serait la faute des renouvelables s'il faut adapter. C'est un avantage qu'a eu le nucléaire, qu'on lui a fourni un réseau qui était adapté en fonction. Donc tout ça font partie des coûts sur les renouvelables. Et je veux préciser par ailleurs que la sous-évaluation du coût des déchets, du coût du démantèlement, voire même la question de ne pas payer une assurance, tout ça consiste en fait à ne pas faire payer par l'usager actuel qui consomme l'électricité le vrai coût de son électricité et à faire porter sur nos enfants et nos petits-enfants les coûts induits. C'est-à-dire que si on sous-évalue le coût des déchets, à un moment ou à un autre, il va falloir que quelqu'un le paye. Donc, ce sera par les impôts de nos enfants et de nos petits-enfants. Pareil pour le démantèlement. Et si par malheur devait y avoir un accident, quand on paye une assurance, quelque part, on va provisionner. Et moi, j'avais interrogé des assureurs au moment de mon rapport parce que ça m'intéressait de comprendre si c'était totalement inassurable le nucléaire ou pas. Et globalement, à partir du moment où on est capable aujourd'hui avec des réassureurs, etc., de prendre en compte les dégâts des cyclones, des ouragans, etc., de tous ces événements très énormes et assez atypiques, on pourrait très bien imaginer au niveau planétaire une forme de mutualisation d'une assurance pour le nucléaire. Et ça voudrait dire que ce seraient les consommateurs d'aujourd'hui qui paieraient. Alors que s'il y a un accident, évidemment, le plus dramatique, c'est qu'il y a un accident et les conséquences. Mais de toute façon, en plus, la réparation, c'est-à-dire les conséquences induites, seront pour ceux qui vivront au moment de l'accident, pas pour ceux qui ont consommé l'électricité. Et donc, il y a, au travers de tous ces mécanismes, on n'a non seulement pas pris en compte le coût réel, mais en plus, on l'a reporté les charges à nos successeurs. Et tu avais une idée du montant de l'assurance, en discutant un petit peu, que si on devait payer le vrai prix de l'assurance d'une centrale nucléaire? Non, on n'a pas été jusque-là dans le coût, mais ça. C'est intéressant le travail. Oui, mais de toute façon, le coût de l'assurance, ça veut dire qu'il faut regarder le prix d'un accident. C'est-à-dire que c'est ce que l'IRSN avait commencé à faire quand il y a eu une première évaluation, alors qu'elle est sortie dans la presse autour de 4 000 milliards, si je me souviens bien, je crois que c'était ça le prix qu'avait la première évaluation. Alors ça a hurlé de partout parce que, en fait, si j'avais bien compris, le raisonnement à l'époque au niveau de l'IRSN, c'était de dire EDF nous dit ça coûte trop cher toutes les précautions en matière de sûreté, et donc pour montrer c'est quoi l'analyse coût-bénéfice en quelque sorte de ces mesures de sûreté, eh bien on va montrer qu'est-ce qui se passe si on ne les met pas en place, donc quel serait le coût d'un accident. Bon, et donc c'était y compris tout ce que ça pouvait induire
en matière et qu'on a pu voir au Japon, par exemple, à l'occasion de Fukushima, d'images négatives aussi pour le pays, pour la filière en entier, pour le tourisme, etc. Donc, ça a balayé très large. Bon, là, ils ont fait après une deuxième évaluation qui est plutôt de l'ordre, si je me souviens bien, de 500 milliards. Mais enfin, ça continue à être des sommes faramineuses malgré tout pour un accident. Donc après, il faudrait mutualiser cette somme, regarder combien ça peut arriver, etc. Et 1% de chance que ça arrive. Sur 500 réacteurs, il y en a 5 qui ont fondu, donc c'est voilà, donc c'est 1% multiplié par voilà, ça se calcule. Oui, ça pourrait se calculer. Enfin, moi, je suis pas un expert des assurances et donc je pense qu'il y a quelques petits éléments à prendre en compte, mais j'inviterai un prochain café débat effectivement un assureur et on fera le calcul ensemble, essayer de manière pédagogique pour montrer comment il travaille. Mais c'est ça, en fait. En tout cas, ce qu'il faut constater, c'est que les autres énergies, elles doivent s'assurer. Enfin, les énergies renouvelables doivent s'assurer. En ce qui concerne les énergies fossiles, on peut dire que sur leur principale externalité, qui est le dérèglement climatique, elles ne s'assurent pas vraiment non plus, puisque finalement, elles nous lèguent des gaz que personne ne paye. Donc, actuellement, personne, on commence à payer les conséquences des dégâts qui sont liés à ces gaz à effet de serre, et les principaux qui paieront évidemment les dégâts sont les générations qui vont venir, quoi. Ok, alors très bien. Donc du coup, effectivement, on a vu effectivement ce tableau sur la partie nucléaire. Donc on comprend qu'il n'y a plus beaucoup d'avantages à mettre du nucléaire. Et pourtant, c'est quelque chose, la question continue à se poser, ça continue à discuter, ça bataille sur les réseaux sociaux, au niveau politique. On voit bien que le gouvernement n'est pas forcément, c'est pas une question sur laquelle il est à l'aise. Il souffle le chaud et le froid. Parce qu'effectivement, on est au milieu d'une guerre, ce qui est la deuxième partie de mes questions, une guerre de communication. Donc toi qui étais député, donc tu as pu voir les forces en présence, tu as pu voir effectivement qu'il y avait des gens qui tiraient dans un sens, dans l'autre. Alors, est-ce que tu peux nous dire en gros quelles sont les forces en présence que tu as pu voir, parce que tu as pu les interviewer dans le cadre de ta commission, tu les as rencontrés, qui est en présence et qui pousse et qui est vraiment influent au niveau de la sphère politique pour faire avancer le nucléaire et continuer à vendre quelque chose qui devient de moins en moins défendable. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas tant que ça de politiques qui sont farouchement pro-nucléaires, en tout cas maintenant, parce qu'il y a eu pas mal de renouvellement dans le monde politique. Et donc, on a plutôt ceux qui sont... qui continuent à défendre le nucléaire. Bon, ils peuvent le faire pour des raisons que j'ai un peu évoquées tout à l'heure, d'imaginaire positif au travers de nucléaire civil, nucléaire militaire, etc. Et puis donc une certaine continuité, une certaine facilité aussi à rester dans les mêmes clous et à dire bon voilà, on a une excellence française qui se révèle pas si excellente que ça, mais bon bon, mais et se joue un autre enjeu en plus en France particulièrement, qui est la question entre public et privé. C'est-à-dire qu'on a quand même cette culture issue du Conseil national de la résistance, d'un pôle public énergétique très important. Et dans l'imaginaire aujourd'hui, les renouvelables sont plutôt associés au privé. Donc là, il y a quelque chose qui se joue, je pense, qui est aussi assez compliqué dans le mélange en fait des deux questions. Même s'il y a une partie de renouvelable, c'est-à-dire l'hydraulique, qui est totalement publique. Enfin, on va mettre la CNR de côté, qui est quand même en partie privée, mais donc pour la partie EDF, en tout cas pour la grande majorité, est publique. Et on a un EDF qui est normalement plus une entreprise publique, mais enfin qui le reste quand même très largement, majoritairement aux mains de l'État. Mais donc ça mêle des débats assez compliqués. Parce que dès qu'on parle de restructurer EDF et des métiers et des salariés et de leur statut, ça complexifie beaucoup les discussions autour du mix électrique. Et donc, ce mélange des deux sujets est sans doute un des éléments qui freine aussi la mutation en France vers le renouvelable. Mais
suis pas sûr d'avoir répondu à totalement à ta question. Non, mais la question, c'était ces questions en France, ceux qui poussent pour le nucléaire et quels sont ceux qui poussent pour. Est-ce que toi, en tant que député, tu as dû rencontrer des lobbyistes qui sont venus te parler, qui sont venus t'influencer ou pas ou moi, j'ai pas été très lobbyé en faveur du nucléaire, parce que bon, même si j'ai évidemment rencontré tous les acteurs du nucléaire, j'ai visité les centrales nucléaires, j'ai visité les installations de la Hague, j'ai rencontré évidemment l'autorité de sûreté, l'IRSN, etc. Qui a son mot à dire, qui peut poser sur le débat public, parce que du coup, c'est vrai que EDF est vraiment une grosse entreprise, quoi. Enfin, donc, et puis les salariés qui de la filière nucléaire, évidemment, ça existe. Hein. Donc, c'est des gens qui en plus ont des convictions, et ils sont des gens très respectables. Hein. Ils sont pas parce qu'ils sont dans le nucléaire qu'ils sont pas respectables, et ils ont leurs convictions, et ils ont voilà, un métier, une famille, etc. Donc, moi, quand j'étais rapporteur de cette commission d'enquête, je suis allé à Fessenheim pour y compris discuter avec les syndicalistes. Bon, certes, on ne s'est pas mis d'accord, mais au moins, je pensais que c'était normal de leur dire quelles étaient les raisons pour lesquelles je pensais qu'il fallait faire décroître le nucléaire et pourquoi Fessenheim était la première centrale qu'on fermerait. Donc, ça me paraissait normal de discuter avec eux. Et en même temps, j'ai conscience que pour des gens qui travaillent dans cette centrale nucléaire, le fait que cette installation ferme, ça a des conséquences pour leur famille, pour leur carrière. Donc, il faut, si on veut réussir à faire une transition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, énergétique ou autre, il faut organiser les parcours professionnels. C'est pour moi une évidence que si on ne traite pas la question des parcours professionnels des gens, évidemment, d'abord on maltraite les gens, et deuxièmement, de toute façon, c'est un frein à l'action, donc au fait d'avancer. Donc il faut prendre en compte évidemment ces évolutions. Effectivement, mais le problème, c'est que tant qu'il y a l'opposition, qu'il y a certains maintiennent de manière artificielle la lueur d'espoir en disant oui, il est possible de rebâtir 40 réacteurs nucléaires EPR en France, il est possible de relancer la filiale. Les gens, tu comprends bien que les 200 000 personnes qui bossent dans le nucléaire actuellement ne sont pas en train de se dire bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre parce qu'il y a toujours une ambiguïté. Donc, c'est un moment difficile, mais ça va passer en force, un petit peu comme la logique qu'on suit dans le nucléaire depuis une vingtaine d'années, enfin, depuis même plus longtemps, depuis 20 ans que je le suis. On voit que c'est un peu, on nous met au pied du mur devant les faits accomplis. On dit voilà, c'est bon, on ne peut plus faire autrement, on a bloqué les énergies renouvelables, donc il n'y a pas assez d'énergie renouvelable. Donc, on est obligé de faire, les centrales nucléaires, elles sont rafistolées, on ne peut pas aller plus loin. Allez, on n'a pas le choix, on est obligé de faire du nucléaire. Donc, je pense qu'il y a cette faux espoir, parce qu'aujourd'hui, on est certain que le nucléaire n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, il y a plus grand monde, les grands experts internationaux, par rapport au prix, par rapport au risque que tu as. Donc, il n'y a plus vraiment grand monde, à part ceux qui bossent dans le nucléaire actuellement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en dehors du nucléaire, qui ont une vision un peu neutre et qui disent non, c'est quelque chose d'avenir. Même en Chine, où on regarde dans le mix énergétique, ils construisent beaucoup de nucléaire, mais ils construisent encore plus de renouvelables. Et tous les pays qui ont besoin de beaucoup d'énergie misent sur les renouvelables. Donc, du coup, c'est vrai que il y a près de 200 000 personnes qui bossent en France sur de manière directe ou indirecte autour du nucléaire. L'idée, c'est effectivement comment les reconvertir, dans quels conseils on pourrait leur donner pour qu'ils puissent les rebondir sur quelque chose dans lequel ils trouvent du sens, effectivement, à leur carrière professionnelle. Est-ce que tu y as réfléchi, est-ce que tu as commencé à y travailler ou... D'abord, sur les chiffres, 200 000, c'est l'ensemble de la filière. Là-dedans, il y a un certain nombre de gens qui ont des professions administratives, comptables, secrétariat, gestion, etc., qui peuvent très facilement les exercer dans d'autres filières énergétiques sans difficulté. Les salariés des centrales nucléaires, c'est à peu près 25 000 personnes. Donc, c'est quand même un autre chiffre. Donc, après, c'est pas tellement des conseils qu'il faut leur donner, c'est plutôt organisé. Et on l'avait dit d'ailleurs dans le débat national sur la transition énergétique. Moi, j'avais été participé on avait eu un groupe de travail notamment qui était piloté par un représentant, si je me souviens bien, du MEDEF et un autre de la CFDT sur les conditions sociales de la transition énergétique, qui était adopté à l'unanimité, donc des représentants du patronat et des syndicats et puis de tous les autres acteurs du débat, ce qui préconisait un certain nombre de choses pour accompagner cette transition, parce qu'il faut de la formation, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments de carrière pour les gens, de statut et tout ça. Donc, il faut faire les choses proprement. Donc, c'est pas tellement de conseiller les gens, c'est plutôt de mettre en place des outils. Moi, j'avais proposé, par exemple, au moment de la loi transition énergétique, que à chaque fois qu'on fermerait une centrale,
on mette en place ce qu'on avait mis en place au moment de la fermeture de Superphénix, c'est-à-dire un préfet coordinateur, et que ce préfet soit chargé de traiter à la fois les questions d'aménagement du territoire, d'accompagnement des collectivités et d'accompagnement des personnes. Qui sont à la fois les personnes qui sont salariées directes ou indirectes, qui vont être impactées par la fermeture de l'activité. Bon, sachant que des fermetures d'activité, on a eu plein de fermetures de casernes, par exemple, en France, donc qui ont entraîné les mines aussi. Oui, voilà, bon, ça existe, mais ça n'a pas toujours été bien traité. Donc, c'est possible de muter. Mais après, je pense qu'il faut que par ailleurs, sur les décisions à venir pour promouvoir les énergies renouvelables, je pense qu'il faut qu'on traite, et peut-être on peut en parler maintenant, toutes ces questions qu'on dit de flexibilité. C'est-à-dire que donc on sait qu'on a une variabilité de la production solaire et de la production éolienne, et donc alors tout d'un coup on nous dit oh là, ça va être dramatique d'avoir à gérer une flexibilité. Alors que comme si on n'avait jamais géré de flexibilité. Aujourd'hui, en France, on gère de la flexibilité depuis longtemps. On gère de la flexibilité qui est plutôt une flexibilité de consommation, mais on a une flexibilité de consommation extrêmement forte, la plus forte d'Europe, les soirs d'hiver, puisqu'on a beaucoup de 100 gigawatts de pointe de chauffage électrique. Donc ça c'est une. Mais on a aussi organisé la consommation pour qu'elle se coordonne avec la production, parce qu'on nous dit que quand on dit on va rendre flexible la consommation, alors les gens nous disent ah bah oui, on va pas tout d'un coup se mettre à préparer son dîner au milieu de la nuit, etc. Oui, mais non, c'est pas la question, n'est pas celle-là. Il y a beaucoup de choses intelligentes qu'on peut faire. En France, on a une autre spécialité qui est moins connue que le chauffage électrique, mais on a 11 millions de chauffe-eau électriques. Ces chauffe-eau électriques fonctionnent toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place des tarifs pour inciter les gens à ce qu'ils fassent fonctionner leur chauffe-eau la nuit. Et pourquoi? Parce qu'on a une surproduction électrique des centrales nucléaires qui continuent à tourner la nuit, et donc qui servent à faire chauffer les chauffe-eau, l'eau des chauffe-eau. Et donc, ça prouve qu'on a su s'adapter. C'est-à-dire qu'on a mis en place une forme de flexibilité ou de non-flexibilité, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais on a su adapter, à faire en sorte qu'un certain nombre de consommations soient calées en fonction de la production. Peut-être qu'il serait plus intelligent que les chauffe-eau, demain, ces 11 millions de chauffe-eau, fonctionnent le jour, au moment où on a la pointe de production solaire, ou au moment où on a des pointes éoliennes, plutôt qu'au moment où ça arrange le secteur nucléaire, si on fait une transition vers du nucléaire vers les renouvelables. Et donc là, on a un levier de flexibilité qui est considérable. On va avoir un autre levier de flexibilité très important avec la voiture électrique. Parce qu'il va bien falloir la recharger, cette voiture électrique. Alors, ceux qui veulent faire du catastrophisme disent ah bah oui, à 19h, tout le monde va brancher sa prise, et donc il va falloir énormément d'électricité. Bon, il suffit de mettre un minuteur sur un programmateur sur sa prise pour que éventuellement la recharge se fasse à une autre heure qu'au moment où on branche la prise. Et donc, si on fait un minimum de numérique, on doit pouvoir rendre ça pilotable en fonction des moments de production. Et c'est pas forcément la nuit. C'est-à-dire que ça peut être la nuit avec le mix actuel, mais finalement, les gens pensent que vont recharger leur voiture chez eux, mais peut-être qu'en fait, une bonne partie rechargeront leur véhicule au travail, dans les centres commerciaux, dans les parkings publics, parce que et donc en pleine journée, quand l'électricité solaire sera produite. Donc ça, c'est d'autres éléments de flexibilité qui sont simples à comprendre. Et puis il y a tout ce qui peut être pilotable dans notre électroménager, dans tout un tas de consommation électrique qui peuvent être facilement pilotés demain avec des éléments de flexibilité, plus tout ce qui est stockage. Dont le prix baisse notamment très fortement en ce qui concerne les batteries, mais le stockage, c'est loin de se limiter aux batteries. On parle évidemment beaucoup aujourd'hui de l'hydrogène. Alors, on a énormément d'éléments de flexibilité. La question est de réussir à faire une démonstration qu'avec l'ensemble de tout ça, ça fonctionne. Et quelque part, cette démonstration, elle a été faite par RTE
et l'AIE, quand ils ont fait leur rapport en disant que techniquement, ça fonctionne, y compris en termes de sécurisation de la fréquence du réseau. Donc, il y a une petite vidéo d'une minute de RTE qui explique très bien la question sur son site de comment on fait pour sécuriser la régularité du réseau. Donc, même en l'absence de machines tournantes. Donc, on a quelque chose qui peut fonctionner d'un point de vue technique. Il faut faire la démonstration que la transition est faisable économiquement et socialement. Et donc, bon, voilà, il reste encore une part du travail. Mais moi, j'ai la conviction que quand on regarde les courbes, ce que tu indiquais tout à l'heure sur les courbes d'apprentissage du côté du nucléaire et qu'on compare aux courbes d'apprentissage du côté des renouvelables, on ne va pas dire que c'est gratuit la transition. Moi, je n'ai pas question de prétendre que c'est gratuit. Ça aura un coût, mais globalement, les évaluations qui ont été faites, par exemple par le CNRS sur le coût d'une transition vers le 100% renouvelable et le coût d'un remplacement des réacteurs actuels par des nouveaux réacteurs nucléaires, c'est à peu près du même ordre de grandeur. C'est-à-dire que, donc après c'est qu'est-ce qu'on choisit entre les deux en matière de qu'est-ce qui me paraît le plus souhaitable pour nos sociétés. Bon, ma conviction est claire. Ok. On arrive à la fin, donc j'ai encore 2 petites questions à te poser. Denis, si tu étais nommé ministre en charge des sujets énergétiques, quelles seraient les premières mesures que tu prendrais? Eh bien, il y a autre chose dont on n'a pas parlé qui me paraît, j'y ai fait un peu allusion tout à l'heure, mais qui me paraît essentiel, c'est la mobilité. Parce que en tant que ministre, ça sera un sujet pour toi que tu traiterais. Ah oui, parce que c'est vraiment le sujet pas traité. Oui. C'est-à-dire que on est aujourd'hui, et je l'ai bien connu moi en termes de quand j'étais maire adjoint à la mobilité à la ville de Paris, on est quand même dans un concept qui nous a été vendu par les constructeurs automobiles, qui est le paradigme de la voiture à tout faire. C'est-à-dire que c'est la même voiture qui sert à emmener une famille en vacances et qui va transporter chaque jour une personne pour aller au travail. C'est le même véhicule au XXIe siècle. Et donc, on a aujourd'hui des villes qui sont engorgées par des véhicules avec une seule personne à l'intérieur. Tous les matins, on allume la radio. Alors, moins dans cette période de Covid, mais avant, on allumait sa radio et on avait des embouteillages dans toute l'Île-de-France avec finalement des autoroutes très larges où on faisait passer 4 personnes de front parce que c'était 4 véhicules avec une seule personne à l'intérieur. Et ça n'a pas de sens aujourd'hui. On doit être capable d'inventer des véhicules, et d'ailleurs, c'est ce qui commence à se faire, des véhicules automobiles, certes, mais 1 place, 2 places pour les gens qui n'ont pas besoin d'avoir un véhicule 4 places. Parce que si aujourd'hui, tu vas habiter à Montpellier et qu'à Montpellier, on te dit nous, on n'a que des appartements 4 places, que des F4. Je vais dire, mais n'importe quoi. Enfin, si je suis célibataire, il faut que je prenne un F4. Si je suis un couple sans enfants, je dois prendre un F4, etc. Ce qui se passe pour l'automobile. Aujourd'hui, quasiment, on est obligé de prendre un F4 automobile. Quasiment, il n'y a que ça sur le marché. Il y a très peu de petits véhicules. Et ça consomme évidemment énormément d'énergie. Ça consomme aussi de la place. Parce que les embouteillages dont je parlais, évidemment, seraient totalement différents si on avait des véhicules 1 place, etc. Et donc, il y a aujourd'hui des véhicules alternatifs qui commencent à beaucoup se développer, notamment en Chine et en Asie globalement, qu'on appelle les LSEV, Low Speed Electric Vehicle. Donc, c'est des véhicules électriques à petite vitesse. À petite vitesse, ça va jusqu'à 60 km/h, mais qui sont des véhicules 1 place, 2 places, etc. et qui coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'on a des véhicules qui coûtent entre 1 000 et 6 000 $ pièce, donc, et qui sont électriques et qui, je pense, sont une sorte d'avenir du véhicule automobile. En tout cas, quand France Stratégie propose de mettre un bonus-malus sur le poids des véhicules pour lutter contre... Parce que ce qui se passe actuellement, c'est pas d'aller vers des petits véhicules, c'est qu'on va vers des gros véhicules de plus en plus gros, les SUV, et que pour l'électrification, on n'est pas en train d'aller vers des véhicules, des petits véhicules électriques, mais au contraire, aussi des gros véhicules électriques. Et après, les gens disent « Ah bah oui, mais il n'y a pas beaucoup d'autonomie. » Oui, mais prenons un véhicule qui correspond à ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si on se déplace tous les jours dans une agglomération, etc., et qu'on dépasse quasiment jamais les 60 km/h, etc., et puis que ça va nous coûter moins cher à l'achat, ce nouveau véhicule, et qu'en plus, ça va nous coûter moins cher en consommation, il y a tout à gagner.
Alors évidemment, le business model des constructeurs automobiles, il n'est pas basé là-dessus aujourd'hui. Ouais, il est sur une voiture qui coûte de plus en plus cher. Voilà, et donc, c'est ça une des difficultés. Mais c'est catastrophique quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui en France. Ouais. Le seul secteur dans lequel ça ne diminue pas et au contraire ça augmente, c'est la mobilité. Et bon, il y a l'avion, mais il y a aussi beaucoup tout ce qui est transport routier. Et c'est pareil pour l'Europe. Et donc, c'est une question cruciale. Hein. Et il ne suffit pas de dire qu'on va passer à l'électrique. C'est une bonne chose de passer à l'électrique, évidemment, mais il faut aussi revoir le modèle automobile. Très bien. Dernière question, Denis, sur le côté, effectivement, la question un peu symbolique du café débat comme Boîte TV. C'est parmi toutes les convictions que tu as, est-ce que, convictions même plus qu'une certaine certitude que tu as, est-ce qu'il y en a une parmi ces certitudes que tu as qui a du mal à passer? Tu dis, tiens, les gars, j'en suis sûr que c'est comme ça. Et pourtant, à chaque fois avec tes amis, avec l'entourage, avec les gens que tu rencontres, ça a du mal à passer parce que les gens ont du mal à comprendre ça. Et pourtant, toi, tu en es sûr à 100%. Est-ce que tu as ce genre de conviction, de certitude qui te tracasse en disant, mais je ne comprends pas pourquoi pour toi c'est évident et pour les autres, ça ne l'est pas? Oh bah, sur la question du nucléaire, évidemment, c'est le risque. Enfin, moi, je suis allé à Fukushima et on a, quelques mois après la catastrophe, on a rencontré des parents. Et donc, qui nous racontaient leur angoisse. L'angoisse au moment du passage du nuage radioactif, notamment pour ceux dont les enfants étaient en pleine période de puberté, par exemple. On avait des parents qui étaient très tristes parce qu'ils avaient envoyé leurs enfants très loin depuis la catastrophe, et donc ils ne voyaient plus leurs enfants. Et on avait des parents qui étaient eux, angoissés et culpabilisés quelque part parce que eux n'avaient pas les moyens d'avoir emmené leurs enfants loin. Donc, quand on a vu ce que un accident nucléaire, et encore c'était une petite partie, quoi. C'était la partie de ces parents qu'on avait rencontrés, mais ça dit quelque chose de ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire que là, on a parlé du coût du nucléaire, etc. Mais même si le nucléaire n'était pas cher, quelque part, ce ne serait pas ma solution. Le risque me paraît beaucoup trop important pour être couru. Donc ça c'est vraiment une conviction. Et l'autre chose, et là où je me dis que pour l'instant, on n'a pas réussi à faire comprendre vraiment ce qui se passe, c'est ce que j'ai un peu décrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se posent la question, est-ce qu'il faut ou pas fermer des réacteurs nucléaires? Mais en fait, la vraie question n'est pas celle-là. La question est, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas prolonger la durée de vie d'un réacteur nucléaire? Et cette vraie question, elle n'est pas posée vraiment dans le débat politique. C'est-à-dire qu'on fait comme si on pouvait tous les prolonger sans qu'il y ait de difficultés. Et là c'est vrai que c'est quelque chose que, pour l'instant, ceux qui prônent la transition énergétique, nous avons, et je prends ma responsabilité évidemment, nous avons échoué à faire comprendre, alors même que c'est un sujet qui peut se rappeler à nous à n'importe quel moment, si jamais, au moment du passage des 40 ans, l'autorité de sûreté nucléaire se rend compte qu'il y a un problème générique, ce qu'on appelle un problème générique, c'est-à-dire un problème qui va se poser pour plein de réacteurs nucléaires et qui ferait qu'on ne pourrait pas les prolonger. Ou qu'on va avoir à un moment un pépin sur un réacteur prolongé et qu'on va se dire, finalement, on ne prolonge pas les autres. Et donc, tout d'un coup, on aura cette question énorme devant nous du remplacement de ces réacteurs qui va se poser alors qu'on aurait dû l'anticiper. La non-anticipation était vraiment quelque chose d'inquiétant et qui est d'ailleurs souligné depuis très longtemps par l'autorité de sûreté nucléaire qui dit qu'elle est quelque part face à des injonctions contradictoires et qu'elle ne voudrait pas se retrouver dans une situation où il faille choisir entre la sûreté et le blackout. Oui, voilà, et le blackout, on va dire ça comme ça. Voilà. Ok, merci Denis, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'était passionnant. Et puis donc demain, ça sera en ligne. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Au revoir. Au revoir.